L'Afrique et l'Europe entretiennent des relations communes qui perdurent depuis des siècles. De l'esclavage à la colonisation, suivie d'une décolonisation reconvertie en néocolonialisme, ces relations ont toujours été accusées de ne pas être assez sincères et équitables. Aujourd'hui, la coopération bilatérale européenne semble encore chercher ses marques entre les deux continents, ceci alors que certains États membres de l'Union européenne entretiennent des relations privilégiées avec leurs anciennes colonies. Des relations qui s'expriment davantage sur le terrain sécuritaire. L'Afrique et l'Asie détiennent le triste record du nombre de conflits majeurs dans le monde. Des guerres historiquement de type asymétrique, caractérisées davantage par des actions terroristes qui déstabilisent les actions et programmes étatiques, créant une nouvelle catégorie de population nommée réfugiés, composée essentiellement des femmes, enfants et personnes âgées, retardant ainsi le développement. Dans ce contexte où tout est urgence, répondre aux enjeux de sécurité en Afrique devient une priorité absolue pour son développement. L'Afrique est un continent qui intéresse. Quand on a tant de richesses, il est normal qu'il y ait de la convoitise. Donc le problème de l'Afrique ne doit pas vous surprendre, mais seulement le plus important là-dedans, c'est de savoir que les Africains sont en train de s'organiser pour prendre leur destinée en main et que tout ça va être géré par les Africains et que tout est pris pour cela. C'est le plus important. Qu'il y ait des soubresauts par-ci par-là, quoi de plus normal. Parce que quand vous avez de la richesse, partout où il y a de la richesse, il y a des convoitises. Le problème maintenant de s'organiser pour que les bandits ne gagnent pas, que les terroristes ne gagnent pas. Et ça, c'est l'affaire des Africains. Et je pense, notamment à travers le G5 Sahel, les Africains sont en train de s'organiser en armée pour sécuriser toutes les zones transfrontalières, sécuriser toutes les parties centrales de cette zone pour que la paix règne dans cette zone-là. La question sécuritaire est au centre des relations Afrique-Union européenne, dont la gestion, voire les motivations, sont régulièrement remises en cause. Comment donc repenser la coopération entre l'Union européenne et l'Afrique? Quels sont les terrains sur lesquels cette expression devrait être plus visible et plus palpable? Et ensuite, comment intégrer la dimension respect mutuel et gagnant-gagnant dans cette relation vieille des milliers d'années? Ce que j'ai proposé, c'est que l'Union européenne, pour le moment, elle accorde des subventions uniquement au gouvernement. Et même des prêts uniquement aux autorités gouvernementales. Moi, ce que je souhaiterais, c'est de réfléchir à un nouveau système où l'Union européenne, à travers ses agences, puisse également financer le secteur privé de façon à permettre à ce secteur de se développer et de créer des emplois. L'Europe définit ses priorités par rapport à l'Afrique, en mettant l'accent sur le développement inclusif, en mettant l'accent sur les questions également de sécurité. Mais l'Afrique a certes son agenda 2063, mais qui est très long-termiste. Mais il faut que cet agenda se décline en plan quinquennaux ou décennaux également. Mais il faut également que cet agenda soit internalisé. Et ce n'est pas aujourd'hui le cas en Afrique. J'ai été ministre des Affaires étrangères du Sénégal pendant 5 ans et je peux l'attester. Donc, que l'Afrique dise quelles sont nos priorités, que l'Europe dise voilà mes priorités et qu'il y ait un dialogue stratégique. Parce que c'est un partenariat également stratégique qui est fondamental. Donc, c'est pourquoi j'ai insisté sur l'importance du prochain sommet Afrique-Union européenne, qui va se tenir les 29 et 30 novembre prochains, donc dans quelques semaines à Abidjan. Il faut un partenariat rénové, un partenariat dynamique qui prenne en compte et les intérêts de l'Afrique et les intérêts de l'Europe. De la défiance au défi, l'ère des grands bouleversements est le thème de la 10e édition du forum Meddays organisé par l'Institut Amadeus, think tank marocain qui depuis 10 ans tente d'apporter des réponses face aux enjeux africains. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue sur Vox Africa dans cette édition spéciale de l'intelligence du monde. Nous sommes à Tanger, c'est au Maroc bien sûr, à la faveur de la 10e édition des Meddays et nous allons recevoir comme ça un ensemble de personnalités venues du monde pour échanger sur le thème principal qui est cette année la coopération entre l'Union européenne et l'Afrique. Quel partenariat? Alors j'accueille l'ancien Premier ministre de la République centrafricaine, monsieur Martin Ziguélé, bonsoir. Bonsoir. Merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation de Vox
Vox Africa et de l'intelligence du monde. Alors, je voudrais revenir avec vous sur le panel d'ouverture, le workshop d'ouverture, où il a été question effectivement de la coopération entre l'Union européenne et l'Afrique d'un côté. Au cours de cette session, vous avez insisté sur une notion qui vous semble fondamentale, c'est celle de la sécurité. Alors, dites-nous en quoi la sécurité est centrale dans cette coopération-là. Oui, je vous remercie. D'abord, vous aurez remarqué que ce panel regroupait plutôt des anciens premiers ministres, des anciens responsables. Et comme je le disais en faisant un peu d'humour, lorsqu'on n'est plus premier ministre, on a la parole beaucoup plus libre et on va au fond des choses. C'est-à-dire on ne pratique plus la langue de bois. Et je pense que c'était la caractéristique principale de cet échange d'hier matin. Je disais que la sécurité était le fondement de tout parce que, historiquement, regardez, après la Deuxième Guerre mondiale en Europe, les États-Unis ont aidé l'Europe à se libérer de la férule hitlérienne. La première chose qu'ils ont faite, au même moment où ils lançaient le plan Marshall, c'était de mettre en place l'OTAN, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. C'était une manière de sanctuariser sur le plan sécuritaire l'Europe pour qu'il n'y ait plus de guerre en Europe. Parce que la guerre, tout le monde le sait, ça détruit ce qu'on construit. Donc aujourd'hui, notre problème en Afrique, c'est que nous avons 3 zones à peu près sécuritaires. Une zone verte qui correspond à peu près à ces pays où l'État a compris dès le départ qu'il faut construire des systèmes de sécurité forts. Et vous avez des zones oranges où la problématique sécuritaire, sans être préoccupante, existe. Et cela est un facteur de risque supplémentaire pour tous ceux qui concourent au développement. Et puis vous avez carrément les zones oranges où on ne peut pas parler de développement. Donc l'idée du partenariat Union européenne-Union africaine, c'est de faire en sorte que l'Afrique puisse se développer, c'est-à-dire la libération économique du continent. Et l'Europe aussi a intérêt à se développer avec l'Afrique parce que l'Afrique, c'est plus d'1 milliard de consommateurs aujourd'hui et peut-être plus de 2 milliards dans les quelques années. Et il y a des questions d'intérêt commun, la question de la sécurité, le terrorisme, le djihadisme, il y a la question des migrations illégales, parce que ce n'est pas toute la migration qui pose problème. Donc, ces questions-là ne peuvent être résolues que dans un partenariat fort et agissant. Et les temps changent, c'est-à-dire le défi. Monsieur le Premier ministre, j'ai envie qu'on s'arrête sur vraiment cette question de sécurité. On a vu la France intervenir notamment dans vos pays, en République centrafricaine avec Sangaris, on l'a vu intervenir au Mali, et des gens se lèvent pour saluer cela. Mais est-ce que avec ces interventions de la France qui vient faire à la limite mettre de l'ordre dans nos pays à nos places, on ne court pas le risque d'être toujours assujetti par la France? Pourquoi l'Afrique n'arrive pas elle-même à se doter d'instruments compétents pour régler elle-même ces conflits? Oui, je pense que si vous posez le problème, c'est qu'il est bien identifié. Et lorsque un problème est bien identifié, à mon avis, on va sur la voie de la résolution. Je pense qu'aujourd'hui, le problème, c'est le passage à l'acte. Ça fait plus d'une dizaine d'années que l'Union africaine a décidé de mettre en place une brigade africaine d'intervention prépositionnée. Il y a eu même le commandement qui a été nommé. Mais le problème, c'est de passer des proclamations d'intention, des projets à la réalisation. Vous avez cité le Mali, où la France a dû intervenir pour arrêter la descente des djihadistes sur Bamako. Vous avez parlé aussi de la République centrafricaine, où aujourd'hui, Sangaris, les forces françaises étaient intervenues, aujourd'hui c'est la MINUSCA. C'était les épreuves sur lesquelles on attendait cette brigade africaine. Donc il faut qu'il y ait, comme disait quelqu'un hier pendant justement la discussion du panel, il faut qu'il y ait un chronogramme d'action. Il faut qu'il y ait un chronogramme d'action qui soit respecté par les partis. Et beaucoup plus de pragmatisme aussi. Voilà, et beaucoup plus de pragmatisme. Un contrat à obligation réciproque, vous avancez jusque-là, on vous appuie jusqu'ici, vous avancez jusque-là, on vous appuie jusque-là, et ça permettra de sortir les projets des cartons et de faire en sorte que la sécurité de l'Afrique soit prise en main par les Africains. Il y a 54 pays en Afrique, il y a 54 armées. Il y a des milliers d'hommes sous les drapeaux en Afrique. Et c'est quand même, pour nous Africains, même si l'armée aujourd'hui est une question aussi de technologie, c'est quand même assez démobilisant de voir que pour le moindre problème en Afrique, il faut qu'on est obligé de faire appel aux Occidentaux. Un pays bilatéral ou bien des forces des Nations Unies. Je le dis, nous appartenons à la communauté internationale, nous avons des relations bilatérales, chaque pays avec d'autres, n'est-ce pas? Mais
je pense, il me semble que la responsabilité de défendre l'Afrique revient d'abord aux Africains. Surtout, Monsieur le Premier ministre, que ces forces qui viennent de la France et même d'autres pays ont un problème de connaissance aussi du terrain. Connaissance du terrain, de l'environnement socio-économique, sociopolitique. Donc ils viennent dans un conflit qui leur est totalement étranger. Comment peut-il être réellement efficace? Oui, c'est-à-dire que les forces qui viennent de l'extérieur, souvent, par exemple les forces françaises, les forces américaines, elles ont l'entraînement. Mais vous l'avez vu malheureusement au Niger, l'incident qu'il y a eu il y a 2 semaines, c'est un problème fondamentalement de connaissance de terrain. Donc, quoi qu'on dise, les fils d'un pays connaissent mieux le terrain, connaissent mieux quelqu'un. Un grand géographe disait il y a près d'un siècle que la géographie, ça sert d'abord à faire la guerre. Et la géographie, ceux qui la connaissent, c'est le fils du pays. Donc, non seulement ça, mais l'appropriation de notre avenir ne peut venir que de la prise en compte, de la prise en main des questions sécuritaires. C'est vrai que ça nécessite un budget et c'est de là où nous avons besoin de l'Union européenne. C'est vrai que ça nécessite de l'entraînement, mais nous avons besoin de l'Union européenne également sur ce plan, comme aujourd'hui l'EUTM en Centrafrique, et j'en remercie, et l'EUTM hier au Mali. Mais je veux dire, on ne peut pas passer 30 ans à bâtir un projet sans passer à l'action, surtout qu'aujourd'hui en Afrique, que ce soit en Centrafrique, que ce soit sur toute la bande sahélo-sahélienne, que ce soit au Congo démocratique et ailleurs, nous voyons que la Somalie, nous voyons vraiment en Libye, nous voyons des questions sécuritaires où l'Afrique est presque absente. Totalement. Alors, au cours de cette session, on a aussi parlé beaucoup de rénover le partenariat Union européenne-Afrique. Et il y a l'ancien Premier ministre romain qui parlait d'avoir une coopération beaucoup plus pragmatique où on éviterait de tourner en rond, de faire de la langue de bois, parce qu'il semble clairement établi que dans cette relation assez complexe, l'Afrique n'a pas encore défini quelles sont ses priorités. Alors que de l'autre côté, on sait très bien pourquoi on a besoin de l'Afrique. Est-ce que l'Afrique aujourd'hui attend de cette coopération-là de manière concrète? Je ne suis pas d'accord avec vous quand on dit que l'Afrique n'a pas défini ses priorités. Si l'Afrique a défini ses priorités, le plan d'action de Lagos de 1980, c'est les Africains qui l'ont conçu au sein de l'Union africaine. Oui, mais le NEPAD, c'est une conception africaine du développement de l'Afrique, soutenue par les grands pays africains. Je ne vais pas les citer. Il y a eu de la réflexion, mais le problème... Oui, voilà. Mais le problème... Le problème, c'est que nous ne sommes pas suffisamment unis. C'est-à-dire nos volontés politiques ne sont pas suffisamment unies autour de notre conception de notre devenir pour demander, pour nous imposer sur la scène internationale et demander l'aide qu'il faut pour le développer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que l'économie a une histoire. Comme disait mon père spirituel Amadou Kourouma, il ne faut pas inventer ce que d'autres ont déjà découvert. L'histoire économique du monde, elle est là. Je vous parlais du plan Marshall. Je vous parle du développement du Japon, je vous parle du développement du Sud-Est asiatique, du développement de la Corée. Il y a eu des investissements massifs. Les chiffres sont là. Ce que nous recevons aujourd'hui en Afrique ne représente même pas 10% de ce qui a été investi massivement pendant plusieurs générations dans ces pays-là pour en faire aujourd'hui. Le problème, c'est que c'est que, comme l'a dit mon homologue, l'ancien Premier ministre roumain, il faut que nous élevions le niveau du débat et que nous portons haut le niveau de nos exigences, de nos demandes. Parce que l'Europe nous demande de les aider à lutter contre l'immigration. L'Europe nous demande de nous organiser pour lutter ensemble contre le terrorisme. Mais nous pouvons leur dire au moins que l'immigration et le terrorisme sont nourris par le fait que nous avons des jeunes qui ne peuvent pas aller à l'école. Et lorsqu'ils vont à l'école, ils n'ont pas du travail. Donc ils sont obligés, puisque tout le monde veut bien vivre. C'est un sentiment humain, naturel. Donc il faut qu'on nous aide à faire en sorte que nos économies décollent réellement. Je prends un exemple. La République centrafricaine. Nous exportons du diamant. Ce diamant qui est à la cause de notre mort aujourd'hui. Il n'y a pas de taillerie de diamant en Centrafrique. Il n'y a aucun Centrafricain qui peut vous faire un bijou en diamant. Mais par contre, en Europe, à Anvers,
vous trouverez depuis des générations, on taille le diamant, on fait les bijoux, on les vend cher. La plus-value, ce qui permet de nourrir l'économie, de faire en sorte que ce pays s'en sorte, est exporté. Et ce genre de commerce qui rappelle le commerce triangulaire, il faut qu'il cesse. Les accords de partenariat économique, à mon avis, doivent tenir compte du développement de ces pays. Je citais hier l'exemple de la RDC, mais il y a beaucoup de pays africains dans la situation de la RDC, la Guinée, le Cameroun, etc., qui sont des pays immensément riches. Il suffit de consacrer le même effort d'investissement en proportion que ce qui a été fait dans l'Europe occidentale, en Asie du Sud-Est, en Corée, au Japon, pour que ces pays-là, en l'espace de 2 générations, s'en sortent. Mais le partenariat, à mon avis, c'est... Les gens vous retorqueront, monsieur le Premier ministre, que le gros problème aujourd'hui aussi en Afrique, c'est la question de gouvernance. C'est que l'argent n'est pas toujours bien géré. Vous avez des chefs d'État qui s'éternisent au pouvoir. Vous avez un ensemble de mécanismes de corruption généralisés qui sont développés. Et cela rend un peu complexe les choses. Quelle est la part de responsabilité des Africains? Mais vous savez bien que les accords entre l'Union européenne et l'Afrique et les États en développement en général comportent un volet sur la gouvernance et les droits humains. Il y a des mécanismes de sanctions lorsque les pays violent les droits de l'homme. Mais peut-être que ces mécanismes-là ne vont pas très loin. Et il faut essayer de les renforcer, n'est-ce pas, pour que, quand ces gouvernements parlent au nom d'un pays, que ce gouvernement ait d'abord une légitimité. Et cette légitimité, elle n'est pas simplement circonstancielle, elle est permanente. C'est-à-dire chaque fois que le gouvernement obtient de l'appui extérieur, de l'aide extérieure, que ça aille vraiment vers le développement. Et l'Union européenne a beaucoup de mécanismes pour contrôler l'efficacité de l'aide et de contrôler également le respect des droits humains dans ces pays et puis de faire appliquer des sanctions dans le cas de ces violations. Il y a déjà eu des cas de violation, des pays ont été mis sous sanction. Il y a eu des interdictions de voyager, de détenir des... Mais est-ce que tout ça n'est pas très léger, monsieur le Premier ministre? Parce que est-ce que la solution pour les Africains aujourd'hui, ce n'est pas de chercher comment se passer de l'aide? Parce que ce qu'on appelle l'aide, aujourd'hui, personne n'est naïf, ce n'est pas une aide. Parce que comme vous le disiez à juste propos un intervenant hier, ce qui gouverne les États, ce n'est que des intérêts. Donc on ne peut pas parler d'aide dans ce cas. Je pense que le chemin de l'enfer est pavé de bonnes intentions. J'ai été Premier ministre. Vous savez, quand un Premier ministre arrive le matin au bureau, il ouvre ses parapheurs, il voit la liste des dépenses de l'État. Et il regarde dans la trésorerie de l'État. Et généralement, ce qu'il a pour faire face à ces dépenses n'arrive même pas à 10 ou à 15% de ses besoins. C'est comme une ménagère qui doit faire vivre sa famille tous les jours. Il lui faut un stock incompressible de moyens pour faire vivre sa famille. Et c'est là où vous voyez que l'aide aujourd'hui, dont a bénéficié historiquement d'autres pays, sur les autres continents, et pendant plusieurs générations, comme je viens de le dire, c'est normal qu'il y ait de l'aide. Mais c'est normal également qu'à moyen et à long terme, que nous travaillons pour que nos ressources économiques, c'est-à-dire les revenus que nous tirons de l'exploitation de notre économie, l'exploitation transparente de notre économie, nous permettent de sortir de cette... Mais ce sera progressif. Il ne faut pas se faire... Voilà, c'est ça. Mais si c'est le cas... mieux géré, la Centrafrique n'aurait pas autant besoin d'aide. Absolument. Par exemple, d'un pays aussi grand producteur de diamants. Non, et d'or. Le Botswana, par exemple. Vous voyez très bien que le Botswana est une économie prospère, un taux de croissance stable depuis plus de 30 ans. Pourquoi? Parce que le diamant botswanais profite d'abord à ses habitants. Il y a justement comme le diamant sud-africain. Il y a justement comme le diamant namibien. C'est qu'en République centrafricaine, on ne sait pas d'où va l'argent. Mais nous en sommes conscients. C'est pour ça qu'aujourd'hui, notre première... je pense que nous sommes l'un des rares pays en Afrique où, depuis un an et demi, on a inscrit dans la Constitution que tous les permis miniers, tous les permis portant sur les ressources naturelles en général, toutes les conventions financières entre l'État centrafricain et le monde doivent passer nécessairement devant l'Assemblée nationale. C'est une révolution, c'est une grande première. C'est pour permettre d'appliquer effectivement la redevabilité. Vous ne pouvez pas avoir une richesse qui vous tue, comme une abeille qui est tuée sur son miel. Donc, c'est ça la question. La question que vous vous posez, les Centrafricains se sont posés dans le cadre du forum de Bangui en 2015. Et c'est pour ça que cette décision a été prise d'avoir
l'accord, l'autorisation de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire la représentation nationale, pour chaque contrat portant sur les ressources naturelles. Parce qu'on veut savoir qu'est-ce que cela rapporte au pays, on veut savoir comment ces secteurs de l'économie peuvent être plutôt des facteurs de bien-être que des facteurs de mort. Parce qu'aujourd'hui, vous savez que la guerre qui est imposée en Centrafrique, aux Centrafricains par les groupes armés, c'est une guerre d'abord du diamant et de l'or, et du bétail et du bois. Voilà. Et probablement du pétrole. Peut-être du pétrole. Alors je voudrais, on va terminer en parlant un peu de la Centrafrique, mais avant j'aimerais qu'on sorte en restant un peu sur cette coopération entre notamment l'Afrique et l'Union européenne pour parler des accords de partenariat économique. Vous avez évoqué ça. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment déjà qu'on met la charrue avant les bœufs? Parce que ces accords de partenariat économique, beaucoup d'experts le dénoncent. Quelle est la nécessité d'avoir ces accords alors qu'on sait très bien que l'Afrique aujourd'hui n'a rien d'autre que ses matières premières à vendre? Oui, je disais que l'accord de partenariat économique a été entouré de beaucoup de passion. Mais si vous voulez que je résume, l'accord de partenariat économique ne doit pas être une répétition du commerce triangulaire d'il y a 3 siècles. Il n'y aura pas de développement de l'Afrique sans industrialisation. Il n'y aura pas de développement de l'Afrique sans industrialisation. Je regarde toutes les relations entre l'Afrique et le reste du monde à travers ce prisme-là. Qui veut nous aider à apporter de la valeur à nos matières premières? C'est celui qui répondra à cette question, ou c'est ceux qui sont prêts à nous aider dans cette démarche-là qui auront vraiment sauvé l'Afrique. C'est comme dit un adage chinois, vous pouvez donner du poisson à quelqu'un, apprenez-lui à pêcher. Je cherche celui qui va nous apprendre à pêcher. Et si nous savons pêcher, nous allons nous en sortir avec le temps que cela prendra. C'est pour ça que il ne faut pas s'enthousiasmer, parce que souvent, je ne suis pas d'accord avec cet adage, mais souvent les gens disent que les Africains sont trop émotifs. Parfois c'est vrai, il ne faut pas qu'on s'enthousiasme pour des idées, il faut qu'on s'enthousiasme pour des projets qui peuvent nous permettre de sortir de la situation. Justement, parce que quand on parle de ces accords de partenariat économique, cela démontre aussi l'une des faiblesses de l'Afrique, c'est son inorganisation et son manque de solidarité. Parce que dans ces accords, vous avez des pays qui décident d'y aller seuls. Est-ce que l'Afrique, en allant en rang dispersé hier, justement en début de propos, je parlais de quelle Afrique en fait? Parce que vous avez plusieurs Afriques. Vous avez une Afrique au sud du Sahara, vous avez l'Afrique du Nord ici où on est, où on a l'impression que les intérêts ne sont pas les mêmes. Vous avez l'Union africaine qui a du mal à avoir une position commune sur des enjeux fondamentaux. Est-ce que justement ce n'est pas un préalable à régler, qu'on ait enfin une Afrique véritablement unie et soudée derrière des objectifs avant d'aller vers d'autres horizons? Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Beaucoup de gens, par exemple, quand il y a eu la crise au Mali, j'ai participé à une conférence organisée au Mali où mes amis maliens me disaient qu'il y avait une politique de l'Union européenne pour le Mali, une politique de la France pour le Mali, une politique des Nations Unies pour le Mali, et une politique africaine sur le Mali, une politique de la CEDEAO pour le Mali. Et ils disaient qu'il faut une politique malienne pour le Mali. Je prends cet exemple qui semble amusant, mais c'est là le problème. Il faut renforcer le rôle de la Commission économique pour l'Afrique. Il faut renforcer le rôle du concept africain, de l'appui que nous devons recevoir de l'extérieur, parce que l'objectif, il ne faut jamais l'oublier, c'est de faire en sorte que les Africains vivent bien en Afrique de leurs ressources. Surtout que ces ressources naturelles-là sont des ressources épuisables. Justement. Voilà. Donc vous voyez l'enjeu. Vous voyez l'enjeu, nous sommes en train de jouer à la belote russe, et il faut que chaque Africain en soit conscient. Il faut, j'espère qu'avec la nouvelle génération des responsables qui sont arrivés à la tête de la Commission de l'Union africaine et qui ont eu ces débats. Oui, on a placé beaucoup d'espoir. On voit le président Alpha Condé avec un discours très fort, le président Kagame du Rwanda, qui sera le prochain président, qui a travaillé sur la réforme de l'Union africaine. Et qui est un Africain d'une génération de choses qui préfèrent l'action à la parole, au discours, et qui ont prouvé en plusieurs reprises qu'ils arbitrent toujours pour les solutions les plus pragmatiques pour faire évoluer l'Afrique. Et ils ont un argument en leur faveur, c'est que le Rwanda aujourd'hui, vous avez vu, sur les 16 dernières années, quand même, c'est des pays qui se développent à le mieux, avec un taux de croissance très élevé et très stable. Sur ce leadership
panafricain, avec la nouvelle équipe qui est à la tête de la Commission africaine, pour que on crée le consensus d'abord entre Africains et qu'on sache vraiment où on va. Et naturellement, il ne faut pas non plus commettre une seconde erreur. Les partenariats ne peuvent pas être exclusifs. Oui, d'accord. Alors on va terminer cet entretien en revenant un peu sur votre pays, la République centrafricaine, qui a connu récemment une élection démocratique. C'est suffisamment rare pour le souligner, avec Faustin Archange Touadéra qui a été élu président. Alors j'ai envie de vous poser la question, quels sont vos rapports? Parce que vous êtes avant tout un homme politique. Comment ça se passe avec le nouveau président? Vous savez que j'étais candidat aux élections et nous n'avons pas pu aller au deuxième tour. Et avant le deuxième tour, nous avons le MLPC, mon parti, le bureau politique du parti, à la quasi-unanimité, a décidé de soutenir le candidat Faustin Archange Touadéra qui venait en seconde position. Justement. Donc notre choix n'était pas opportuniste, mais parce que c'était un risque énorme que nous prenions. Mais cela découlait d'une analyse politique. Et donc nous l'avons soutenu sur la base d'un accord politique. Il a été élu. Nous savions qu'il allait avoir en face des difficultés énormes, notamment en matière sécuritaire, en matière de relance du pays, d'abord de contrôle du pays et de relance du pays, de relèvement du pays. Et en décembre 2016, le conclave de notre parti a confirmé ce soutien au président Touadéra. Et nous sommes donc alliés politiquement, nous sommes dans la majorité présidentielle, nous avons des ministres au gouvernement, mais je dois préciser que nous avons pris cette décision et nous restons dans cette décision parce que la situation de notre pays l'exige. Nous sommes dans la position du roi Salomon qui disait qu'il devait trancher entre deux femmes dont l'une était la mère d'un enfant et l'autre n'était pas la mère, mais les deux se disputaient. Et celle qui n'était pas la mère de l'enfant a demandé qu'on tranche l'enfant en deux et qu'on se les partage. Et la mère de l'enfant a dit non, je préfère que vous la donnez à ma coépouse parce que je préfère que cet enfant soit vivant parce que c'est mon fils. Le MLPC s'est dit, c'est vrai, nous sommes un parti politique dont la mission est de conquérir le pouvoir. Mais vous cherchez le pouvoir pour le bien-être d'un peuple. Et notre pays aujourd'hui joue son existence en tant qu'État et en tant que nation. Et nous pensons qu'à ce stade de notre histoire, il faut soutenir, travailler pour la paix. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre, d'avoir pris votre temps. On sait que vous êtes très sollicité pour être passé sur ce plateau. Madame, Monsieur, nous en arrivons au terme de cet entretien avec Monsieur Martin Ziguélé, ancien Premier ministre de la République centrafricaine. Nous vous donnons rendez-vous dans un instant avec un nouvel invité sur ce plateau de l'intelligence du monde. À tout de suite.